vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque jour, dans le cadre de cette émission, quand je les commence, j'ai comme slogan le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les partager. Ici, c'est donc dans la peau d'un éditorialiste que je me présente auprès de vous et c'est la 1000e fois que je me vois intéressé à donner cette explication. Un éditorialiste est tout simplement un journaliste qui monte au créneau ou alors sa rédaction montant au créneau pour prendre position par rapport à une situation, par rapport à un fait. Donc c'est un point de vue. Évidemment, il faut être de mauvaise foi ou il faut faire exprès pour penser une seule seconde que le point de vue peut vous créer l'unanimité. Non, le point de vue veut dire c'est que moi je pense. Et moi, je ne suis pas les bons dieux pour que je puisse imposer ma vue, ma vision de la situation à vous qui me regardez. C'est donc pour ça que j'ai l'habitude de dire que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait dans le cadre de cette émission d'Écrit Info, je l'expose au temps pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit par jaillir. Donc ce que j'ai dit ici peut être contesté, ce que j'ai dit ici peut être discuté. On peut ouvrir le débat dans le cadre de cette émission que je suis en train de faire. Ceux qui ont l'habitude de nous appeler savent qu'ils peuvent nous appeler quand ils le veulent. Ils savent que nous pouvons poursuivre les débats en dehors de ce cadre. Et c'est tellement important, c'est tellement bien de les faire. Madame, Messieurs, après un bout de temps, pour des raisons logistiques notamment, j'étais donc absent dans le cadre de cette émission. Là, je suis de retour. Et à chaque fois que l'actualité s'imposera et que l'actualité nous amènera à donner notre point de vue par rapport à la marche de notre pays, par rapport à notre manière de voir les choses, nous ne manquerons pas de le faire. Merci à vous de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. J'ai reçu des coups de fil, des messages des gens de partout pour les encouragements, pour des critiques, pour des remarques. Ça fait chaud au cœur et tu te rends compte parfois que on se néglige, mais le travail que nous les faisions vraiment pour vous et avec vous. Nous existons parce que vous êtes là. Une fois qu'on n'aura plus nos téléspectateurs qui sont aujourd'hui à plus de 63 000 abonnés, quand même, il faut le faire. Et nous n'aurons plus les raisons d'exister. Je suis donc heureux de pouvoir être là pour tenter de partager ma vision, ma manière de voir les choses avec vous. Mais laissez-moi aussi dire grand merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. Vous avez suivi les spots publicitaires au début de cette émission. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Veste, chemise, cravate, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, cinglés. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Il faut donc contacter Judith Londolé avec sa Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes. Et s'il y a un problème, prenez donc Claude Peroulois comme gage. Parce que j'ai dit à nos téléspectateurs que nous ne prendrons pas les risques de pouvoir vous exposer à une aventure sans tête ni queue. En passant, la chemise que nous portons aujourd'hui, c'est d'ailleurs Judith Londolé avec sa Londoloise qui nous habille. Vous avez vu mon thème? Je voudrais qu'on parle un peu d'une question importante qui retient l'actualité à l'heure où nous parlons. La question de baisse des prix. Les gens, j'ai vu la question de baisse des prix des surgelés et la question de baisse des prix des billets d'avion. C'est donc important. Je voulais bien
ergoter un peu autour de ça, essayer de discuter avec vous autour de ces questions importantes. Je donnerai mon point de vue là-dessus et j'ouvrirai les débats pour que vous, si vous avez aussi un avis, vous puissiez le donner, parce que c'est aussi ça, la démocratie. Mais le principe n'a pas changé. Le principe dans cette émission, c'est que nous commençons toujours nos éditos, nos réflexions par réserver les premières minutes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi l'Est de la République? Parce que si vous avez l'habitude de me suivre, il vous souviendra que j'ai dit, à un moment donné, j'ai eu l'impression que moi-même j'étais complice aussi de ce qui s'est passé dans l'Est de la République. Pourquoi je parle de la complicité? Parce que j'avais vraiment l'impression que nous tous, Congolais, nous nous sommes accommodés de cette situation particulière et dangereuse qui sévit dans l'Est de la République. Quand tu vois les Congolais qui sont dans le sud, qui sont dans l'Est ou dans l'Ouest, ou nous qui sommes ici à Kinshasa, parler de l'Est de la République démocratique du Congo, on a l'impression que c'est loin, que ça se passe chez l'autre. Et pourtant, j'ai toujours prêché pour que le Congo soit pris comme un corps. Je trouve anormal que nous ayons des problèmes dans notre partie Est, que des massacres importants s'opèrent chez nous, mais que nous restons silencieux, que nous ne puissions pas nous en offusquer, quoi. Et moi, j'avais dit, l'outil de travail que j'ai, c'est ma voix, c'est ma caméra, c'est mon micro. Je décide donc de mettre en contribution mes outils de travail, ma voix pourra tenter d'une certaine manière d'alerter l'opinion nationale et internationale. Si par ma voix, 1, 2, 3 personnes peuvent entendre, peuvent comprendre que nous vivons des situations dramatiques et compliquées dans l'Est de notre pays, j'aurais fait mon travail. Et j'invite d'ailleurs les Congolais partout où ils sont, en France, en Belgique, en Australie, aux États-Unis, partout dans le monde, à pouvoir avoir cette vision-là. Parce qu'au finish, les amis, que vous les vouliez ou pas, nous pouvons avoir nos divergences, nous pouvons diverger sur un certain nombre de choses, mais le Congo est le seul bien en commun que Dieu nous a laissé. Le Congo est le seul bien que nous avons hérité de nos ancêtres, que nous aussi, comme peuple, nous sommes dans l'obligation non seulement de protéger ce pays, mais aussi de travailler, de les fructifier pour léguer, pour céder à nos enfants un pays beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Merci donc à vous. J'ai dit que ce qui se passe chez nous dans l'Est de la République est inacceptable. Ici, je voudrais, comme je l'ai fait plusieurs fois, réitérer mon soutien aux combattants de FARDC, nos forces armées, à notre police, à nos services de renseignement qui vivent avec des moyens de bord, parfois avec rien, des situations compliquées, mais qui sont obligés d'aller au front au point de donner leur vie pour nous protéger. Je voudrais donc ici apporter ma solidarité, mon soutien à nos FARDC. Apporter aussi mon soutien à l'état de siège. Moi, j'ai dit, on peut tout reprocher à cet état de siège-là, mais le seul avantage que je vois dans l'état de siège, ça m'a laissé l'impression que pour une fois, au niveau le plus élevé de la République, les Congolais se sont arrêtés pour se consacrer à la situation sécuritaire dans l'Est de leur pays. Donc, tout mon soutien à l'état de siège, même si, en suivant des commentaires à gauche et à droite, notamment les députés de l'Ituri et même ceux du Nord Kivu, ils commencent à se poser un certain nombre de questions sur les résultats par rapport à cet état de siège. Mais déjà, moi, j'ai adhéré à l'idée et j'avais décidé de soutenir l'idée de l'état de siège. Il faut que nous travaillions, les amis, pour que la paix revienne ici chez nous. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne devons pas regarder notre pays comme si c'était à l'étranger. Non. J'en ai marre de vivre dans un pays où vous vous réveillez chaque matin avec des informations, des familles entières massacrées, des femmes violées, des enfants décapités, enlevés par des forces négatives. Quand le matin tu te réveilles et que tu mets ton poste radio pour suivre les informations et que tu entends ce genre de choses,
la vraie congolité, c'est d'ailleurs ça, vraiment la congolité, c'est-à-dire l'attachement et l'amour à sa patrie. La congolité, oh, Makila et Gangi, voilà l'expression que les Kinois utilisent. Tu sens à l'intérieur de toi bouillonner, tu te dis, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mon pays, est-ce que tu ne peux pas le sauver? Donc, partout où nous sommes, chacun dans ce qu'il fait, nous devons réfléchir, nous devons imaginer à mettre en place des solutions pour que, finalement, que la paix revienne ici chez nous. Pour que ces cycles de violences, des massacres, des tueries, des viols s'arrêtent. Et moi, j'ai deux postulats que je pose sur la table. Et j'ai dit pour moi, si nous voulons ramener la paix dans l'Est de la République, nous avons deux éléments importants que nous devons considérer. Le premier élément, pour moi, c'est nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine. Ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas, les amis. Il y a un principe en relation internationale qui dit qu'entre les États, il n'existe pas d'amitié, il n'existe que d'intérêt. Si, pour nos voisins, les 9 que nous avons, leur intérêt stratégique demande à ce qu'ils créent des troubles chez nous pour piller nos ressources, s'ils trouvent leur intérêt dans ça, les amis, vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Ça, je l'ai dit parce que j'en ai marre qu'on jette la pierre au Rwanda, qu'on dise c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi. Non. La politique de l'enfer, c'est l'autre ne paye pas. Je voudrais que le Congolais, à un moment donné, que nous nous mettions ensemble, que nous réfléchissions sur ce qui se passe. L'enfer, c'est l'autre. Le président de la République était dans l'Est de la République. Il a parlé des militaires fictifs. Ces militaires fictifs-là, ce n'est pas l'œuvre du Rwanda, ce n'est pas l'œuvre de l'Ouganda, ce sont des Congolais qui profitent de ces militaires fictifs. Donc nous devons avoir une armée forte. Cette armée aura pour mission de nous protéger, de protéger nos biens. Nous avons un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie, près de 100 millions d'habitants. Nous devons nous protéger parce que tous les métaux précieux que le monde cherche se trouvent ici chez nous. Et deuxième élément, j'ai dit, le Congo doit s'organiser pour mettre en place une sorte de paradigme qui fera que nous soyons capables d'identifier la menace. Pour moi, la menace, ce sont les tireurs de ficelles de cette situation-là. Parce qu'en réalité, les gens meurent à Beni, à Butembo ou ailleurs, mais les tireurs de ficelles sont partout, et même ici à Kinshasa. Mosso l'a dit. Lorsqu'il a dit aux députés, chers camarades, quittez les groupes armés. Si nous sommes capables d'identifier, de traquer et de punir les responsables de cette situation désastreuse, nous allons créer un choc psychologique et pédagogique qui fera que les gens ne s'hasardent plus à créer de l'insécurité parce qu'ils savent qu'il y aura une machine répressive à toute violation des normes sécuritaires établies dans le pays. Une bonne armée, capacité de punir, on aura résolu, à mon point de vue, si nous réussissons ces deux postulats-là, on va vraiment faire un bond sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on parle un peu de la baisse des prix et de cette démarche de la volonté du gouvernement à pouvoir rabaisser les prix, que ce soit au niveau de l'aviation, au niveau des surgelés. J'ai entendu et j'ai vu les gens ergoter. J'ai vu les gens discuter, philosopher autour de la détermination et de la volonté du gouvernement à avoir la baisse des prix des denrées alimentaires. D'emblée, je voudrais donner mon point de vue. On peut ne pas converger, avoir des convergences de vues. On peut diverger sur le plan politique. Mais il y a des choses sur lesquelles nous ne devons pas parler la Mouka, nous ne devons pas parler UDPS, nous ne devons pas parler FCC, nous devons parler République. Je ne m'explique pas qu'une partie, pour des raisons politiques, des divergences avec M. Tshisekedi ou avec ce gouvernement, puisse souhaiter que l'opération lancée pour la baisse des surgelés ne réussisse pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours dit aux gens, parfois il faut percevoir dans les critiques la bonne volonté.
Olinga Tshisekedi, Olinga Eti. Si aujourd'hui on arrange les courants, les amis, courant est au Martin Fayoulou, et au Moïse Katumbi, et au Jean-Pierre Bemba, et au Pero Louara, et au Israël Mutombo, Nandaka Peter Tiani. On ne dira pas parce que c'est ce Martin Fayoulou on n'a pas de courant. Non. Si aujourd'hui nous améliorons l'accès à l'eau potable, les Congolais tous nous bénéficieront de cela. Donc c'est un peu méconnaître ou mal juger les gens qui apportent des critiques en disant vous ne voulez pas. Qui peut être contre le bien dans ce pays? Donc, moi je ne m'expliquais pas d'entendre cette polémique qui naît aujourd'hui autour de la question des baisses des surgelés. Monsieur le ministre de l'économie, vous avez tout mon soutien dans la démarche pour ramener les prix à la baisse. L'UDPS avait un ministre de l'économie il y a quelques mois là-bas, Akassia Bandouboula. Lorsque le président de la République a signé le remaniement, j'ai posé une question simple. J'ai dit non. Je restais convaincu qu'en matière de casting, dans le gouvernement qui vient de passer, si nous devons classifier le ministre en termes de réussite, nos amis venant de l'UDPS n'obtiendraient pas la palme d'or. Et j'ai posé une question simple. J'ai dit, Akassia Bandouboula a été ministre de l'économie. Faites-moi le bilan du travail qu'a abattu le ministre de l'économie. Où a-t-elle trouvé notre économie et où l'a-t-elle amenée? Mais là, vous avez un ministre de l'économie qui, d'une certaine manière, tente de faire bouger les lignes. Et pour ça, il a mon soutien. Pour ça, je voudrais d'emblée lui apporter mon soutien. Et m'étonner du fait que, malgré ces efforts-là, il y a quand même des gens qui critiquent. Peut-être pour des raisons politiques. J'ai dit non, non les amis. Donc, lorsque notre gouvernement fait des choses importantes, nous devons apporter notre soutien. Donc, d'emblée, je voudrais ici apporter mon soutien au ministre de l'économie, au ministre des Transports, par rapport à la baisse des prix, par rapport à cette volonté de baisser les prix. Soutien total à ces warriors qui travaillent là-bas. Il faut faire ça. Le Congolais a besoin de ça. Mais tout de suite après, je voudrais aussi mettre une sorte de bémol. Le Congo se veut un État démocratique. Le Congo se veut un État de droit. Et un État de droit est un État dans lequel et le gouvernant et le gouverné sont sous la coupole des lois, des textes. Que ce soit dans le rapport qui lie les gens. L'état de droit est un état où le droit prend le pas sur les individus, prend le pas sur les visions des gens. J'ai vu que le ministre de l'économie veut baisser les prix des choses. C'est une bonne chose. Mais je me suis également informé, et je voudrais ici appeler nos gouvernants au bon sens et surtout au respect des textes et des lois. Prenons par exemple la situation de la recherche des prix. Tolali Tolamouki, j'ai vu sur les réseaux sociaux, carton Thomson est comme à $10, carton Soso est comme à $15. Bravo! Mais monsieur le ministre, cette volonté-là de pouvoir améliorer nos trains de vie ne doit pas amener nos autorités à enfreindre les lois. La question de la baisse des prix des denrées alimentaires ne doit pas être une question de proclamation. Ça ne se décrète pas, Bandeko. J'ai vu que le gouvernement a d'abord sorti une grille tarifaire. Si c'est vrai, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Et après, on nous a dit que des négociations ont été ouvertes avec les opérateurs économiques. Non, les amis. Non, les amis. En matière de fixation des prix, là, je voudrais faire appel aux petites connaissances que nous avons en droit économique. Ici, il faut saluer le professeur docteur Michel Kumbu Kingimbi. La fixation des prix en droit économique est tributaire au système économique dans lequel le pays évolue. Et tous les doctrinaires en droit économique vous disent que
le système économique est aussi assis sur des assiettes juridiques. Donc, vous choisissez un système économique et ce système économique-là doit se reposer sur une assiette juridique. Le Congo a connu 3 assiettes juridiques en matière de fixation des prix. D'abord, en 1961, il y a eu un décret-loi qui mettait en place une fixation autoritaire. Parce qu'à cette époque-là, le pays avait choisi ce système économique. Une sorte d'autoritarisme étatique. Le domaine de la fixation des prix était donc géré par le décret-loi du 20 mars 1961. Que disait ce décret-là? Le décret-loi mettait en place une norme juridique qui imposait aux opérateurs économiques d'attendre la fixation des prix par l'État. C'est donc l'État qui était le maître à penser de la question de fixation des prix. Et nous avons opté par ce système-là. Lorsque nous arrivons en 81, Mobutu va prendre une ordonnance loi. Et dans cette ordonnance loi-là, nous passons du système de fixation autoritaire des prix, où l'État peut se réveiller de lui-même. Il dit, banda le lolo se commis $30, oh et commis boy. De là, nous passons à un système libéral. Nous entrons dans le libéralisme économique. Avec l'ordonnance loi de 1981. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'État qui fixait le prix. L'État a laissé le choix de la fixation des prix aux opérateurs économiques. Donc, et comment qu'il lali au lamouki? Quelqu'un qui va acheter sa marchandise et il les vend, il met son prix. Mais lorsque nous arrivons en 2018, Kabila va proclamer, le Congo, je veux dire, va adopter une loi organique. Les juristes le savent, la question du droit organique est une loi qui a son soubassement dans la Constitution. C'est toujours la Constitution qui renvoie. Donc, dans la Constitution de 2006, notre Constitution nous renvoyait à attendre une loi organique pour organiser le secteur de fixation des prix. Donc, une loi organique portant fixation des prix et concurrence a été adoptée en 2018. Et nous sommes sous la coupelle de cette loi. La loi inaugure à ce moment-là une procédure de fixation des prix concertée et contrôlée. Donc depuis 2018, ce n'est plus l'État qui fixe de manière unilatérale les prix. Ce n'est pas non plus les opérateurs économiques qui fixent les prix. Mais c'est une procédure de fixation concertée et contrôlée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fixation des prix, selon nos textes de loi, n'est plus une question unilatérale des partis, mais c'est une question de concertation. Et ces concertations-là doivent arriver a priori et non pas a posteriori. Les marchandises arrivent, l'État, dans sa mission régalienne de régenter la société, d'organiser la société, fait des concertations avec les opérateurs économiques. De ces concertations-là, une grille tarifaire des prix est mise sur le marché et l'État contrôle, parce que là, nous sommes dans le système de fixation concertée et contrôlée. C'est ça la loi, les amis. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Donc, si nous devons rester un État de droit, si nous devons prêcher pour la démocratie, la volonté de baisser les prix sur le marché ne doit donc pas amener les autorités à violer la loi. Qu'un ministre dorme, qui se réveille de lui-même en publiant une grille tarifaire des prix est une violation de la loi. Est une violation de la loi. Parce que le Congo a opté pour une fixation concertée et contrôlée depuis l'adoption du décret-loi de 2018. Qu'est-ce que j'ai dit? De la loi organique de 2018. Parce qu'on était avant géré par le décret-loi de 61 qui donnait le monopole de la fixation des prix à l'État. En 1981, Mobutu va publier une ordonnance sur loi qui, à ce moment-là, donnait le monopole de manière unilatérale de fixation des prix aux
aux opérateurs économiques. Et en 2018, le pays est allé vers un système concerté et contrôlé des fixations des prix. Ce n'est plus l'État qui fixe les prix, ce n'est plus non plus les opérateurs économiques qui fixent les prix. Les législateurs appellent les deux parties à se mettre ensemble, à réfléchir pour la fixation des prix. Nous voulons le changement, oui. Nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie, oui. Nous voulons l'amélioration de l'assiette sociale des Congolais, oui. Mais cette quête-là ne doit pas amener les autorités, le gouvernant à violer la loi. Qu'un ministre de l'économie soit-il, se réveille un matin et dit, Nakendaki Libye, Nakendaki, comment ça s'appelle le pays là, Namibie, Nathalie Bapri, n'a calculé, Banda le bon. Non, 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 ça c'est une violation de la loi, monsieur le ministre. Je vous encourage, je vous soutiens dans la démarche tendant à baisser les prix, mais la démarche doit respecter la loi. Et la loi qui nous régit en matière de fixation des prix est donc la loi organique publiée en 2018, et cette loi-là inaugure un système concerté et contrôlé dans la fixation des prix. Le ministre n'a pas les droits, n'a pas les monopoles de fixer les prix de lui-même. Non, 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 ça c'est pas le droit. Donc je soutiens la démarche, mais j'appelle aussi, j'en appelle aux autorités à respecter la loi. Et la loi voudrait que les autorités discutent, se concertent, a priori avec les opérateurs économiques, avant de pouvoir fixer les prix des denrées alimentaires sur le marché. Faire autrement est une violation de la loi. J'ai également vu, entendu ou vu, une nouvelle grille qu'on a fixée par rapport aux billets d'avion. Bravo à notre gouvernement. Parce que je ne m'explique pas qu'à un moment donné dans ce pays, pour aller à Goma, on devait dépenser plus de 1000 $. Le prix des billets d'avion Kinshasa-Goma était plus important qu'à un moment donné le prix d'Ethiopian Kinshasa-Paris. Je ne m'expliquais pas ça. Que le gouvernement ait décidé de pouvoir rabaisser les prix des billets d'avion, je suis d'accord. Mais je me pose aussi la question, en termes stratégiques, qu'est-ce que la baisse des prix des billets d'avion rapporte aux Congolais? J'ai fait un décret ici dans lequel j'ai dit à nos autorités que je pense que le pays va tellement mal que tout est prioritaire dans ce pays. Mais il va falloir, si nous voulons faire des actions à impact visible, que nous choisissions correctement nos priorités. Selon les statistiques publiées par certains confrères, annuellement, c'est plus de 400 000 Congolais qui prennent l'avion. 400 000 Congolais. 400 000 Congolais par rapport à 100 millions de Congolais que nous sommes, ça ne représente pas grand-chose. En réalité, même si les prix d'avion baissent, les Congolais ne ressentiront pas l'impact de cette baisse des prix d'avion. Premier élément. Deuxième élément. Même en baissant les prix de l'avion, des billets d'avion, nous ne ressentirons pas cela parce que l'avion n'est pas un moyen de communication de masse pouvant prendre des produits de consommation d'un coin vers un coin. Vous le savez, en matière de commerce dans le monde, la plupart des produits sont drainés, la plupart des marchandises, des flux commerciaux sont drainés par le moyen naval. Ce sont les bateaux qui transportent près de 60% du flux commercial mondial. La preuve elle est là, la plupart des choses que nous mangeons qui viennent de l'extérieur, la voie indiquée, c'est le bateau. Après le bateau, le moyen de transport capable d'affecter la vie des gens en termes de consommation, c'est le train. C'est le train. Et d'ailleurs, quand vous lisez l'histoire du Congo, vous allez vous rappeler qu'il y a Starley qui a dit que sans le train, le Congo ne valait pas un penny. Donc, aujourd'hui, si nous voulons réellement impacter la vie des Congolais en matière de transport, si nous voulons vraiment faire des actions en matière de transport, des actions qui, par après, auront des répercussions sur la vie des Congolais, le moyen de transport qu'il faut privilégier,
c'est le moyen ferroviaire. L'État doit s'organiser pour concentrer ses efforts à réparer le chemin de fer. Si vous avez des chemins de fer, vous avez des trains qui quittent Lubumbashi, qui vont à Dilolo, qui vont à Mweneditu, qui reviennent, qui passent par, je ne sais pas moi, par Ilebo, et vous avez des trains qui circulent capables d'arriver à Kinshasa, nous n'aurons pas de problèmes d'approvisionnement dans des grandes villes. Vous allez voir que la cassure qui existe entre d'un côté le centre de production et de l'autre le centre de communication, de consommation va s'estomper. Ici, nous concentrons les efforts à réduire le billet d'avion. Je suis d'accord, je salue la mesure, mais je me dis, ce sera pour quel impact? Dans un contexte où le pays a plusieurs priorités, je pense qu'il faille que nos autorités se concentrent sur des secteurs qui pourront avoir véritablement de l'impact dans la vie des Congolais. Je soutiens la baisse des prix des billets d'avion, mais je reste rationnel en disant que même si les prix d'avion baissaient, les Congolais lambda ne sentira pas ça. Par contre, si la République peut mettre en place un système pour moderniser ce chemin de fer, pour moderniser les transports ferroviaires, au point où la tomate qui est produite à Bunagana, la pomme de terre qui est produite dans le Nord Kivu, par train, puisse arriver ici à Kinshasa, vous allez voir, nos marchés seront inondés des produits. Nous n'aurons plus besoin des Indo-Pakistanais, Libanais, parce qu'à l'intérieur du pays, nous avons des Congolais valeureux, travailleurs, qui sont dans le champ, qui travaillent. Mais la plupart des produits pourrissent parce qu'il n'y a pas de voie d'évacuation. J'en appelle donc à la conscience de nos autorités, à la rationalité dans ce que nous faisons et dans notre manière de faire. Il ne suffit pas de prendre des mesures comme ça ou non. Encore faut-il que ces mesures-là soient réfléchies, que ces mesures-là puissent nous amener à impacter et à changer nos vies. Ça, c'est important. Bravo au ministre de l'économie, mais monsieur le ministre, nous sommes un état de droit, et dans un état de droit, le texte prend le pas sur les individus. Vous n'avez pas le droit, de manière unilatérale, de pouvoir fixer les prix. Non, le gouvernement ne peut pas fixer le prix. Parce que le Congo, depuis 2018, a adopté une loi organique portant fixation des prix des denrées, des prix sur le marché et la concurrence. Sur base de ces textes de loi relatifs à la liberté des prix et à la concurrence, le gouvernement ne peut pas de manière unilatérale fixer les prix. C'est bon d'avoir la volonté, mais encore faut-il que cette volonté-là soit accompagnée de respect de nos textes et de nos lois. J'ai dit la même chose par rapport aux avions. Oui, je suis d'accord, j'applaudis que l'on réduise le prix des billets d'avion, bravo, mais ça aura quel impact? Parce que c'est seulement 400 000 Congolais qui voyagent, ou 400, je ne sais pas moi combien, qui voyagent, et l'avion n'est pas un moyen de transport capable de vous drainer des produits, des centres de production vers la consommation. Donc, nous devons plutôt canaliser nos efforts vers le chemin de fer, organiser notre système, notre transport ferroviaire, et nous allons sentir effectivement l'impact sur nos biens et sur nos produits. Je ne voudrais pas terminer sans dire 2-3 choses sur l'IGF. Les amis, j'ai lu ce matin que M. Alengueti, dans le cadre du projet Tilé-Gelou, lancé par le président de la République, venait d'émettre une lettre, une correspondance, dans laquelle il parle d'un possible détournement de 13 millions de dollars. Je me demande, Mandeko, ce pays est réputé être un pays pauvre. Ce pays est réputé avoir plusieurs problèmes. Mais pourquoi lorsqu'on parle de détournement, c'est toujours en termes de millions? Nous n'avons pas l'argent pour acheter des intrants au fin d'avoir de l'eau potable. Nous n'avons pas de l'argent pour améliorer la desserte en électricité à Inga.
Mais où ces gens trouvent de l'argent qu'ils détournent? 13 millions de dollars américains auraient pris une destination inconnue selon la lettre. Je suis scandalisé que dans ce pays, réputé pauvre, détourner mes accords en termes de millions. Mais je voudrais ici saluer le travail rendu par M. Ligef. M. Gilles Alengueti, chapeau bas à vous et bravo. Je sais qu'il est l'objet de beaucoup de critiques. Moi-même aussi. J'ai haussé ici la voix, s'attaquant à certaines méthodes. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, aujourd'hui dans ce pays, l'IGF devient une sorte d'épouvantail, faisant trembler tout le monde. Et comme ils sont balobi, IGF, Moutounio Soto Alengi. On a critiqué le travail d'Alengueti. Je suis heureux qu'il mette en place, qu'il travaille et qu'il fasse une communication sur les 13 millions d'un projet pensé et lancé par la présidence de la République. Parce que nous tous on disait ici, non, Kende Osalapé contrôle la présidence, Kende Osalapé contrôle la nani, pour la nini bata Félix va contrôler la Bangote. Mais la preuve est là, le projet Tulé-Gelou est un projet piloté par la présidence de la République, mais l'IGF est allé fouiller là-bas et aujourd'hui, on nous rend compte que 13 millions ont disparu, auraient disparu. Je parle au conditionnel. On l'aime, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, M. Alengueti a mis en place un système qu'il appelle des patrouilles financières dans les entreprises publiques qui commencent à produire des fruits. Mais nous allons aussi demander à nos amis de la justice de pouvoir aider l'IGF. Le même IGF a cité Eteni Longondo dans un rapport ici. Eteni Longondo, lui, n'a toujours pas été convoqué là-bas pour donner des éléments par rapport aux allégations contenues dans le rapport de l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF parle de l'OVD, Office de voirie et drainage. On parle d'une somme importante de 13 millions de dollars américains. Aidez aussi ces pauvres Gilles Alengueti. Si les rapports de l'IGF sont accompagnés par des procédures judiciaires, impersonnelles, indépendantes, professionnelles, monsieur lui-même va se sentir heureux en se disant « Le travail que j'ai fait produit des effets ». J'ai entendu certains communicateurs du régime se réjouir. La DGI a obtenu 113%. Ils ont dépassé les assignations. La DGRAT. Mais lorsque vous regardez en profondeur, ces services d'assiette, ces services chargés de recouvrer le recette de l'État, ont vu leur bilan, leurs résultats faire des bons à cause du sérieux et du travail que M. Alengueti est en train de faire. Et pour ça, nous devons lui tirer aussi notre chapeau. Nous devons lui tirer notre chapeau. M. Alengueti, avec tout le travail que vous faites là, bravo. On parle de 13 millions de dollars américains. On cite l'OVD, que la vérité soit connue. Qu'on nous dise où sont partis ces sommes importantes là. On aura fait œuvre utile. Avant de boucler la boucle, les amis, je voudrais lancer un appel pathétique contre la montée du tribalisme qui s'observe de plus en plus. Je suis mal à l'aise d'observer le débat aujourd'hui dans la société. Balouba balobi boye, Congo balobi boye. Non, les amis. Le tribalisme est une sorte de cancer qui, lorsqu'il se métastase, les amis, il n'épargne personne. Nous sommes plus de 450 tribus dans ce pays et nous avons toujours vécu en harmonie. Ne brisons pas notre harmonie à cause de ce tribalisme. J'ai eu les informations à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, en larmes les amis. Le niveau de la souffrance, de la misère que les gens sont en train de vivre chez moi dans le Kasaï. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique à nos autorités.
On raconte ici, Balouba, Bakasayen, Balouba, Bakasayen. Mais les amis, prenez un avion, descendez en Mbujimaï. Allez à Moueneditou. Même en Mbujimaï. Faites un tour dans le camp Miba. Les grands marchés Sims n'existent plus. La misère, la pauvreté qu'il y a dans le Kasaï. La misère. Pendant ce temps-là, je ne comprends pas. Au lieu que les institutions provinciales puissent prendre conscience de la situation catastrophique dans laquelle la population du Kasaï oriental vit, ils sont en train de s'entre-déchirer. On avait ici Maweja comme gouverneur. Tout le monde a décrié la gestion catastrophique de Maweja. Heureusement, l'Assemblée provinciale a entendu la misère et les échos de la population. Maweja a été déchu. Mais je ne m'explique pas que des hommes politiquement mal intentionnés récupèrent la situation et veulent aujourd'hui paralyser la province. On va convoquer le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, M. Yves Mwamba. Le ministre de l'Intérieur le convoque ici. L'homme arrive, il va se faire chadariser ici, dans la capitale. Vous connaissez le principe chadarisé. Donc ça fait plusieurs mois que ces pères de famille, Yves Mwamba, convoqué par le ministre de l'Intérieur, est bloqué ici à Kinshasa sans raison. Mari de quelqu'un et père de famille, il vit dans des conditions compliquées ici, parfois manquant même de l'argent pour payer son hôtel. On ne lui dit pas ce pourquoi on l'a convoqué. Non, non. L'état des droits, c'est le respect des textes. Entre-temps, en province, les successeurs de Maweja, le suppléant de M. Maweja, va prendre le devant et une plénière va être, attends, je vais retrouver le nom, va être convoquée sur place en violation totale de la loi. Vous savez que la province du Kasaï oriental a 24 députés provinciaux. Et vous savez que le quorum, c'est la moitié plus 1, donc ça fait 12 plus 1, minimum 13. Alors que Yves Mwamba, président de l'Assemblée provinciale, est bloqué ici à Kinshasa, une plénière est convoquée sur place. Il y aurait moins de 10 députés selon les informations, 9 ou 10. Ces députés-là, le même jour, vont décider de la déchéance du président de l'Assemblée provinciale. Le même jour, après la déchéance, ils vont décider de l'élection du nouveau président du bureau provincial. Et le même jour, le président a été installé en violation totale de la loi. Il y a des jurisprudences ici. Vous avez vu ici, Oyalongwe, Baché bureau d'âge. Non. Au Kasaï, le président est déchu le même jour. L'élection est organisée le même jour. Le bureau est installé le même jour. Je voudrais ici lancer un appel pathétique à nos autorités. Je voudrais ici lancer un appel pathétique aux autorités de l'UDPS. Je ne m'explique pas comment est-ce que l'UDPS, qui est majoritaire dans la province du Kasaï oriental, laisse perdurer cette situation qui pourrit la situation dans la seule province que l'UDPS a. Comment est-ce que l'UDPS n'arrive pas à arrêter cette hémorragie qui retarde le développement et le décollage de la province du Kasaï oriental? Nos amis de l'UDPS, s'il vous plaît, Augustin Kabouya, Jean-Marc Abound, aidez son excellence, monsieur le président de la République. N'oubliez pas que le Kasaï a voté à plus de 80% le chef de l'État. N'oubliez pas que le président de la République a été élu en Mbujimaï. Aidez le président de la République en mettant en place des institutions sérieuses, capables de travailler pour
assurer le décollage de la province du Kasaï. Le désordre politique que vous installez là-bas, les désordres politiques installés dans le Kasaï oriental ne profitent ni à la population, ni au président de la République, encore moins à l'UDPS elle-même. J'en appelle à toutes les personnes de bonne volonté, que ce soit à la présidence, que ce soit ailleurs. Le Kasaï oriental est en train, le Kasaï oriental se meurt. Arrêtons nos guerres politiques. Que le leadership de l'UDPS tire les choses au clair. Que le leadership de l'UDPS donne une occasion au Kasaï de retrouver la quiétude sur le plan politique et de redécoller. Quand je parle du Kasaï, j'en parle parce que je connais ce qui se passe là-bas et ça fait tellement mal au cœur. J'ai largement dépassé les temps qui m'étaient impartis. Mon réalisateur est en train de me tirer les oreilles là-bas. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes et retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.